mensen te evacueren uit Livenbrzewski hier. Dit is een van de zwaarst getroffen plekken nu. Het ligt wat verder strandafwaarts en al dat water van het afgelopen weekend komt nu naar beneden. De afgelopen dagen reisde ik door het rampgebied. In deze video laat ik je zien hoe de ramp zich ontvouwde en hoe Polen vecht met het water. Dzień dobry. Donisy, presa. Tak, może. Na autostradę na A4. To jest, dlaczego? Alarm, żeby wszyscy udali się do domu, bo przyjdzie następna fala, zaleją miasto po raz drugi, bo poszła tama przed Paczkowem. Brak informacji ogólnie przez władze miasta, bo o tym dowiedzieliśmy się od ludzi z internetu. Nie mamy prądu, nie mamy wody, jedynie wiadomo komórka i od ludzi, a nie od władz od razu. Ze proberen zich hier zo goed als ze kunnen voor te bereiden op wat komt. Stroomafwaarts nu voor al die regen die nu afgevoerd moet worden en leidt tot overstromingen. Maar ook hier hielden ze er rekening mee dat het heel erg zwaar en ernstig zou worden. Maar hadden ze niet verwacht dat het tot zo'n catastrofe zou leiden. W 1997 roku to dla mnie to było tyle. Ja miałam po lat, a teraz w innych rejonach, trąby powietrzne, dachy. Człowiek płakał, bo to jest naprawdę, to jest ból. A dla mnie to jest tu teraz. W razie, gdy nagłe potrzeby na powódź, gdzie wały gdzieś tam przemokną, żeby było naszykowane. I na okrągło ludzie przyjeżdżają, zabierają to, zawożą w miejsca potrzebne i tam po prostu zabezpieczamy wały, które widzimy, że mogą przemoknąć. I gdzie mieszkacie? My mieszkamy w Pisarzowisach, 2 km stąd. I pomoc. Pomagamy wszędzie, gdzie się da. Staramy się pomagać do potrafi po prostu. Het leger en de hulpdiensten hebben natuurlijk de handen vol met alle verwoesting en de chaos stroomopwaarts. En daarom slaan inwoners hier de handen ineen om zelf hun stad te redden. Want ze weten hoeveel water er aankomt. En ze weten wat dat heeft betekend voor de steden en dorpen die hun voorgingen. Wojska się zajmują tymi miastami, różnymi rzeczami, które potrzebują już pomocy, której nie mogą dać każdy obywatel naszego, tak jak tutaj stoimy. Dobry panie. Dobry. Witamy. Ile dni teraz czekacie? Poniedziałek. Poniedziałek, tak? Jak? 3 dni. Co robicie? Jest taki program. Powiedz. Jest to worki przygotowane. Widzicie? Byliśmy 2 razy i dla Państwa ręcznie 8 osób. Również dziecko. Zawoziliśmy też drogę. Ze zijn hier niet bekend met dit soort noodweer. Mensen die je spreekt refereren steeds aan het rampjaar 1997, toen de schade ook enorm was. Polen heeft de jaren daarna heel veel geïnvesteerd in waterreservoirs, dammen, dijken. Jeszcze do wyższych parametrów, bo wiadomo zmiany klimatyczne, tej wody jest z każdym okresem zalewowym więcej. Ostatnio była w 1997 roku, tutaj powódź tak głęboko daleko to jeszcze nie jest. Tegelijkertijd hoor je ook frustratie bij inwoners en boosheid dat er toch niet genoeg voorbereidingen waren getroffen en dat er niet genoeg lessen zijn getrokken uit het verleden. Does this mean that in the future this region has to prepare in a different way? Niezwykle trudna sytuacja, też sporo powodów komunikacji, sprzecznych komunikatów, sprzecznych apeli. To wszystko to była sytuacja kryzysowa i mam nadzieję, że ta sytuacja sprawi, że będziemy mieli kolejną nauczkę, z której wyciągniemy wnioski, kolejna lekcja, bolesna lekcja, ale jestem przekonany, że trzeba będzie zrobić jeszcze więcej, żeby w przyszłości unikać tego typu katastrof w naszym regionie.
zitten, de dorpen die in de water staan en de mensen die gered en geholpen moeten worden. Jak się macie tyle? Muszę przeżyć to. Goeiedag mevrouw Bas. Het is een stukje Hollandse traditie en dat moeten we in de wereld blijven houden. Wanneer we ons doelgericht ergens toe zetten, kunnen we veel bereiken en de hoge kwaliteit van leven in ons land vasthouden. Leef de toon. Hoera! 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 Ja, dat komt te zien. Ja, het is gewoon een feestje voor ons. Voor mij is het zo koning staan en dan met het Elkaar allemaal sport is heel belangrijk voor je hoofd, voor je lijf, voor je gezondheid. Dat betekent sowieso dat er 5 minuten thuis mensen minder sporten. Kijk nog eens goed naar het plan, hè? Want met deze B2-verhoging dan wordt sporten in één keer niet meer zo toegankelijk en betaalbaar als we zouden willen. Zo'n 12 oud-militairen, sommigen met PTSS, doen hier in Waterloo archeologisch onderzoek voor de wetenschap, maar ook voor zichzelf. Wat ligt hier nu? Ja, dit is een paardenhoofd, daar is een paardenhoofd. Het moet helemaal vrij zijn, anders krijg je niet dat die romp is hier net de kop. Wij helpen hier de Engelsen met opgravingen in deze trends, die al van 2015 open ligt. En waar ze hier stoffelijk doodstof hebben gewonnen van een soldaat, ledematen en verder naar boven dierlijke overschotten. Is het ook niet heel confronterend? Het is heel confronterend, want we hebben, toen we dat stoffelijk overschot gevonden hadden, hebben we ook aangedrongen om dat er met eer eruit te halen. Ik heb 1, 2, 3, 4 missies in Bosnië gedaan, 1 missie in Irak, 4 missies in Afghanistan, 1 missie in Burundi en mijn laatste missie was aan de grens van Syrië. Dat zit wel heel diep, hè? En wat is het? Er zitten Engelse veteranen bij die bij ons zijn geraakt. Ik zelf heb PTSS. En dit is een heel goede iets om samen met je collega's, van waar dan ook, samen hier op knieën in de trek te zitten, te praten over wat heb jij meegemaakt en hoe zit het met je. En dat doen we dan al werken in zo'n trek. Je kunt je ei kwijt, de ervaringen van de ander. Dan heb je denkt, dat heb ik ook meegemaakt. Hoe ben je ermee omgegaan? Hoe is het bij jou behandeld? Gaat het nu om archeologie of gaat het om therapie voor de veteraan? Allebei. Dus we zijn echt verantwoordelijk voor de archeologie. Slag van Waterloo is een zeer belangrijk moment in de geschiedenis van Europa. Het is een gedeelgeschiedenis van België, Nederland, Brittannië, Frankrijk, Duitsland. Dus dat vind ik vooral in deze tijden heel belangrijk. Dus dat is wel een deel van ons doel, maar het veteranen en de zorg is even belangrijk. Als leek zou ik zeggen, als je dan PTSS hebt, moet je dan dat wel opzoeken. Nou, eigenlijk liever niet, maar dit doen we samen. Alleen zou je dat. Je kunt hier met je collega's doen samen. Ce décor invraisemblable. Ces milliers de monticules et de cratères. Ce ne sont pas le résultat d'un étrange phénomène géologique. Non, c'est bien l'homme et l'homme
kilomètres et des kilomètres de recherche, des millions de tonnes de terre creusée à la recherche de ces toutes petites pierres si précieuses sous nos yeux. On a ici plus d'un siècle de ruée vers l'opale dans le désert australien. Et c'est précisément dans l'un de ces trous, ou plutôt à l'entrée de l'une de ces immenses galeries souterraines, que j'ai rendez-vous avec un homme qui a passé les 3/4 de sa vie dans ces mines d'opale. Hello Des. Bonjour Des. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Bien. Vous n'avez pas trop chaud? Non, impeccable. Comment vous sentez-vous quand vous venez ici tous les jours? C'est mon bureau, hein. Je suis ici depuis le début des années 70. Donc ça fait presque 50 ans. 50 ans d'expérience dans les mines. Et vous avez toujours aujourd'hui ce sentiment que vous allez tomber sur le jackpot. Exact. Chaque jour, on arrive en pensant qu'on va trouver. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de secret particulier. Si tu trouves une belle couleur, c'est de la pure chance. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des grottes artificielles faites de galeries interminables. Viens, on va aller par là. Alors on avance dans une espèce de très long tunnel, et comme dans un labyrinthe ici souterrain, avec Des, et on sent des gens creusent toujours plus loin. C'est le poche. Vous voyez cette ligne de poche? Eh bien, c'est de l'opale sans couleur. C'est ça que vous cherchez? Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est dans ce genre de fissures que se forme l'opale, avec une forme de cristallisation entre l'eau et la silice. Et après des millions d'années, ou 100 millions d'années, eh bien se forment ces espèces de minéraux transparents. Et tout l'enjeu, bien sûr, c'est de trouver les minéraux qui auront le plus de couleurs. Et c'est ça qui va donner la valeur de l'opale. Et c'est ça qui rend fou tous ces mineurs ici à Cooper Pedy. Pour moi, c'est un peu comme jouer au casino, n'est-ce pas? Ouais, c'est probablement pire. On parle souvent de la fièvre de l'or, mais la fièvre de l'or, c'est rien à côté de ça. Imaginez le scénario, vous venez travailler ici un matin, et en observant la pierre que vous avez trouvée, vous voyez apparaître toutes les couleurs. C'est la première fois que cette pierre croise un rayon de soleil. C'est juste incroyable. Tu t'assieds en extase et tu te dis, ça y est, je l'ai trouvé. C'est ce qu'on appelle la fièvre de l'opale? Oui, la fièvre de l'opale. Vous l'avez? Ah oui, ah oui. La fièvre de l'opale, cette obsession, jamais rassasiée, de trouver la pépite qui peut bouleverser un destin. C'est cette fièvre qui a attiré plus de 2500 personnes dans ce désert hostile. Une fièvre suffocante, d'autant plus dans l'une des régions les plus chaudes au monde. Ici, les températures dépassent régulièrement les 50 degrés. Alors, pour survivre, la grande majorité des activités se déroulent sous terre, à l'abri du soleil. À plusieurs mètres de profondeur, des kilomètres de galeries et d'espaces de vie creusés dans la roche. Imaginez-vous, tout ce que vous voyez là, les restaurants, les salles de jeu, les discothèques, les bars, tout est creusé sous terre dans ce qui ressemble à d'immenses grottes façonnées par l'homme. Ainsi, peu importe la chaleur extérieure, il fait ici une température constante entre 21 et 24 degrés. Résultat, les habitants de Cooper Pedy passent leur vie sous terre. Même les 4 églises de la ville sont troglodytes. Celle-ci est creusée à plus de 15 mètres de profondeur. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. l'Assemblée nationale. Je suis un gobelet carton sans film plastique. Il y a des petits grands verres, de petits papillons. Ah, ça, c'est
Nous allons chercher la réponse avec monsieur et madame recyclage dans un laboratoire spécialisé dans le plastique. Bonjour Étienne, je vous ai apporté ce gobelet qui vient de l'Assemblée nationale. Super. Et ils en sont très fiers parce que c'est un gobelet mono-matériau carton. Je voulais savoir si on pouvait l'analyser. Ouais, on va voir ça. Alors ça donne quoi? Alors moi j'ai un peu l'habitude, je peux dire que c'est pas du tout du carton. Ah bon? Absolument pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface de ce gobelet, c'est pas du carton. C'est clairement ça, c'est pas du carton. C'est hallucinant. Il y a marqué mono-matériau carton. Ah oui, et franchement, tu me montres ça, non, tu me montres pas ça, moi je te dis que tu m'as analysé du plexiglas, un truc comme ça, mais j'imaginerais pas avoir un gobelet en carton en face de moi. Ah non, mais moi je suis subjugué. C'est fou. Ça, c'était à première vue, au rayon infrarouge. Maintenant, essayons d'être plus précis. Poussons l'expérience un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'on a précisément dans ce gobelet? Que dit la machine? La machine a dit qu'on a du plexiglas. Après, plexiglas dans le gobelet soi-disant en carton. Ouais, exactement. Après, on voit pas que ça en fait. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle un copolymère entre le plexiglas et du polyéthylène. C'est un type de plastique. D'accord. Donc il y a deux types de plastique mélangés dans ce gobelet, soi-disant uniquement en carton. C'est clair et net. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce gobelet alors? J'ai envie de dire un bel exemple de greenwashing et je pense que je le prendrai en photo et je vais le mettre dans mes cours, clairement. C'est hallucinant ce résultat. On t'induit clairement en erreur à vouloir te faire penser que c'est que du carton, alors que clairement là on a la preuve en image que c'est pas que du carton. Là il y a écrit compostable à domicile. Je peux le mettre au compost ça? Moi je le recommanderais pas et chez moi je le garde très loin de mon compost. Nous avons contacté le fabricant. Il maintient que c'est compostable, mais reconnaît que son gobelet est bien revêtu d'un adhésif contenant du plastique. Est-ce que vous reconnaissez ce gobelet? Ouais, j'ai même visité l'entreprise qui les fabrique. C'est vrai parce qu'on a fait analyser ce gobelet par un laboratoire et en fait il y a du plastique dedans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est qu'il faut être extrêmement rigoureux et vigilant. Il faut entendre les autres débuter. Je suis très fière d'avoir ces gobelets. Maintenant, pour autant qu'ils correspondent à ce qu'on attend d'eux. Petit extrait de Popcorn Salé, qui est la chanson qui m'a révélée, mais qui a été aussi une révélation pour moi. J'ai écrit une chanson qui s'appelle La Différence et qui est une réponse un petit peu à l'enfance et ce qu'on s'est dit dans le premier m'y a fait penser. J'ai le vertige de l'erreur. On n'a pas le même ticket. C'est vie de fou. Et si tout sonne faux,
chaque coup. Ah, c'est mon petit studio. Ici, je me sens très très bien, mieux que dans la rue, parce que j'étais dans la rue avant. Tu as peur de tout, de toi, de ton sac, de tes papiers, de la violence, de tout, de tout. Mais maintenant, ça fait 7 mois et demi presque. Ça va. Submergée par des problèmes personnels, Nathalie s'est retrouvée sans abri, sans le sou et sans affaires personnelles. Dans ce studio, son esprit est apaisé. Bientôt, elle commencera une formation et se surprend même à croire en l'avenir. Quand je vois ces photos, elle est en train de me donner du courage. Mon rêve, c'est d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir une voiture. C'est tout. Chacun de ces 69 containers abrite des vies cabossées. Ce sont des femmes uniquement